Covid-19 bat les masques, finit la distanciation, du moins pour les vaccinés, mais cette décision fort populaire n'est-elle pas prématurée? Le conflit Israël-Hamas, la gauche américaine et une partie de l'opinion veulent que Joe Biden fasse pression sur Netanyahou pour qu'il modère ses attaques contre Gaza. Une bande de hackers, apparemment russes, a interrompu le fonctionnement du gazoduc Colonial qui alimente les États de la côte Est. Les opérations ont pu reprendre après le versement d'une rançon qui aurait pu atteindre 5 millions de dollars. N'est-ce pas récompenser le crime? Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Annonçant que les personnes totalement vaccinées pourraient désormais s'abstenir de porter un masque, sauf dans les lieux qui continuent de l'exiger, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, a provoqué le soulagement, mais aussi, René Lake, une certaine confusion. Oui, Claude, une grande confusion chez j'ai envie de dire, les gens ordinaires comme vous et moi, mais même chez les spécialistes très célèbres qui interviennent sur différentes chaînes de télévision ici aux États-Unis et dans la presse écrite. On a le sentiment qu'on est passé de 0 à 10 en l'espace de 24 heures. Donc, un CDC assez conservateur, très prudent, qui ne donnait pas tellement de marge de manœuvre aux gens vaccinés. Et du jour au lendemain, qui dit, écoutez, tout le monde peut enlever tout le monde. Tous les vaccinés peuvent enlever leur masque. Les études montrent qu'il n'y a pas trop de risque d'infection une fois que vous êtes vacciné. Parce que, Claude, vous vous souvenez, le danger, c'était quoi? C'était qu'on avait peur que les gens vaccinés aient une charge virale. On ne savait pas si elle était suffisamment importante pour contaminer d'autres personnes. Apparemment, les études montrent que ce n'est pas le cas, que même s'il y a une petite charge virale, elle est tellement faible qu'elle fait qu'en sorte que la personne qui est le porteur ne tombe pas malade, mais aussi ne contamine pas quelqu'un d'autre. Donc, l'un dans l'autre, d'un point de vue scientifique, on comprend tous la décision, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment va-t-on différencier entre les gens qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Moi, je rentre dans un supermarché, je suis vacciné, je ne porte pas mon masque. Quelle preuve j'ai que le gars ou la dame qui est à côté de moi est effectivement vacciné? Donc, voilà les problèmes très concrets que ça pose. Donc, je comprends et j'imagine qu'on comprend tous l'inquiétude de certains. Oui, c'est effectivement le problème de fond. Pour le moment, environ un tiers des Américains ont été complètement vaccinés, 2 vaccins donc, ou le vaccin Johnson. Vous avez un deuxième tiers qui est sur le point de recevoir le 2e vaccin. Et puis, vous avez tout de même encore un tiers des Américains qui n'est pas vacciné, dont les anti-vaccins qui ne le seront jamais. Donc, c'est un système un peu qui repose sur l'honneur. Il faut faire confiance aux gens que s'ils ne sont pas vaccinés, ils porteront des masques. Quelle est votre réaction en Californie, Dennis Beaver? Pareil. Et moi, j'ai peur. Je suis complètement vacciné. Mais le mec à côté de moi, qui sait? Et il y a tant de gens qui ne veulent pas se vacciner. Hier, par exemple, j'étais chez mon opticien pour régler mes lunettes et il me dit « Oh non, j'ai pas besoin. » Il a 49 ans environ. Non, j'ai pas besoin, c'est pas efficace. La plupart des gens sont protégés quand même. Il a ajouté « Et Trump, il a gagné. » Donc, il y a
je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Hein. Les gens qui sont tellement contre la science, qui sont tellement contre le bon sens, qui disent non à n'importe quoi, et surtout à les masques. Alors, c'est pas difficile de porter des masques. Ah non, j'ai le droit de ne pas faire. Ah, et je pense que quand ils ont dit non, on peut supprimer les masques si vous êtes vacciné, ils ont tort, ils avaient tort en disant ça, puisque tout le pays ne sont pas vaccinés. Donc, c'est un problème. Et je prévois une 4e vague d'infection. C'est pas fini, Covid. Oui, c'est ce qu'a d'ailleurs dit la directrice du CDC, Rachel Walensky. Le virus n'est pas encore vaincu, donc il ne faut pas être complaisant. Herman, vous êtes confortable? Est-ce que vous continuez de porter un masque lorsque vous vous déplacez ou bien est-ce que vous faites confiance à vos voisins pour être vaccinés ou du moins s'ils ne le sont pas, de continuer de porter un masque? Moi, je suis toujours méfiant. Quand je suis en famille avec des petits-enfants, avec mon fils et ma belle-fille, ça va, je n'ai pas besoin d'un masque. Mais quand je suis en public, même à l'extérieur, je porte le masque. Je ne veux pas prendre de risques. Oui, vous mentionniez vos petits-enfants. Effectivement, ça pose un problème pour les jeunes couples, pour ceux qui ont des enfants qui ont moins de 12 ans, puisque maintenant, les enfants qui ont entre 12 et 15 ans peuvent être vaccinés, mais ceux les nouveau-nés jusqu'à 12 ans ne le sont pas encore. Donc, ça crée tout de même un autre problème, non? Oui, Claude, et regarde, pour aller dans ce sens, le couple qui a un enfant qui a 10 ans, qui va au supermarché, les parents sont vaccinés, l'enfant, lui, il n'est pas vacciné. Et si autour, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas le masque, comme on n'a pas de preuve de savoir s'ils le sont ou pas, ils contaminent cet enfant de 10 ans et voilà un enfant qui peut se retrouver avec des tas de problèmes parce que, comme vous savez, avec certains variants, les enfants, contrairement à ce qu'on pensait au début, peuvent être exposés, ça peut être particulièrement dangereux. Le Washington Post propose un passeport vaccinal. J'aimerais avoir votre opinion à ce sujet, parce que ça pose certaines difficultés à certains. Que pensez-vous de cette idée d'un vaccin, d'un passeport vaccinal, plus exactement? René? Oui, écoutez, bon, moi, en tant qu'Africain, j'en ai l'expérience. Hein. Vous savez, moi, depuis mon plus jeune âge, je l'ai toujours. On a ce petit carnet jaune, carnet de vaccination qu'on utilise pour l'école, mais qu'on utilise surtout pour voyager. Et je peux vous dire, je me souviens que la dernière fois où ça m'est arrivé, c'était à Abidjan, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. Je crois que soit mon carnet n'était pas à jour, soit je l'avais oublié ou peu importe. J'ai été obligé de me faire vacciner à l'aéroport à Abidjan pour pouvoir rentrer dans le pays. Ce n'était pas une expérience très réconfortante, mais c'est pour vous dire que, bon, en tout cas, en Afrique, le carnet vaccinal pour voyager est obligatoire. On est habitué à cela depuis très longtemps. René, vous parlez de l'Afrique et des pays en développement qui sont toujours tout de même à court de vaccins. Et à cet égard, Herman, une bonne nouvelle, le président Biden s'est engagé à envoyer des millions de vaccins assez rapidement. Oui, c'est une bonne chose, mais les gens à l'extérieur qui critiquent les États-Unis d'avoir gardé tous les vaccins pour notre population aux États-Unis, pourquoi pas? Le travail d'un homme politique, c'est de sauver les gens de son pays d'abord, n'est-ce pas? Et maintenant que presque, je crois, 75% des Américains ont au moins une première dose, ils croient que c'est le moment d'essayer d'aider les autres pays. Donc, c'est normal qu'ils envoient. Et c'est surtout, c'est une question de finances. L'Amérique a de l'argent, donc ils achètent des vaccins pour acheter en Afrique et en Amérique latine et d'autres pays sous-développés. Donc, il y a de bonnes raisons d'être optimiste.
tout en évitant d'être complaisant en abaissant la garde trop tôt. Dans un instant, le conflit Israël-Hamas met Joe Biden dans une situation délicate. Les tensions entre Israéliens et Palestiniens sont un phénomène cyclique. Les dernières ont eu lieu en 2014. Elles ont éclaté de nouveau début mai. Le nombre de victimes a été beaucoup plus important à Gaza qu'en Israël. Et parmi ces victimes, trop d'enfants et trop de femmes. Ces images de destruction ont amené les membres du Congrès et une partie de l'opinion américaine à être plus critiques à l'égard d'Israël que par le passé. Pourquoi ce changement, Herman? Oui, parce que vous savez, les gens commencent à être plus âgés et la nouvelle génération, les gens qui ont moins de 40 ans, ils ont oublié l'Holocauste et des choses comme ça. Donc, ils regardent Israël-Palestine plutôt comme une guerre régionale et ils voient que dans cette guerre, beaucoup de bombes tombent sur des femmes et des enfants. Mais le groupe terroriste Hamas fait ça parce qu'ils veulent avoir ça. Ils mettent toutes leurs armes, leurs roquettes dans les mêmes buildings que les familles. Ils savent, ils veulent que le monde extérieur critique Israël. Après tout, c'est un groupe terroriste, n'est-ce pas? C'est pas un groupe ordinaire. Mais quand même, il y a l'aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis qui voit ça. Oh, il y a beaucoup de familles qui sont tuées, etc. Il faut que Israël cesse d'envoyer des bombes. Mais après tout, le moment est arrivé de cesser cette guerre, à mon avis. Le président Biden a commencé par dire Israël a le droit de se défendre. Maintenant, le président Biden dit c'est le moment de terminer la guerre. Je crois que derrière la scène, les diplomates travaillent beaucoup pour que la guerre soit terminée rapidement. René, le président Biden est sous pression avec sa gauche, qui, elle, demande une attitude beaucoup plus ferme de la part de Washington à l'égard de Netanyahou et de son gouvernement. Oui, tout à fait. D'un côté, même la gauche progressiste reconnaît qu'effectivement, comme le disait Herman tout de suite, que le groupe terroriste Hamas utilise des civils comme boucliers humains, parce qu'en fait, c'est un peu ça la stratégie. Maintenant, la question qui est posée par les progressistes, c'est mais attention, le régime d'extrême droite en Israël ne peut pas aussi avoir des réponses qui sont totalement disproportionnées. Donc, c'est une question d'appréciation selon l'angle que l'on prend. Donc, ce qui fait, et ça a toujours été le cas malheureusement dans cette région, qui rend la chose particulièrement difficile. Mais de plus en plus, vous voyez que il y a quelques heures, Bernie Sanders a introduit une loi au Sénat pour bloquer la vente d'armes qui est en cours en ce moment à Israël pour mettre pression sur Israël. Donc, il y a un certain nombre de gens, de groupes progressistes qui mettent de la pression d'un point de vue législatif sur Biden, mais également qui lui demandent d'être beaucoup plus ferme, beaucoup plus véhément sur l'exigence d'un cessez-le-feu. J'allais dire sur son exigence d'un cessez-le-feu, mais justement, il n'en a pas fait du tout. Donc, c'est dans ce sens-là que les progressistes ne sont pas du tout contents. Mais il semblerait que peut-être les choses vont évoluer très, très rapidement. Oui, vous dites les progressistes, mais on voit aussi un changement d'attitude de la part des centristes. Un sénateur comme Robert Menendez, qui a toujours été un ferme supporter d'Israël, commence lui aussi à trouver qu'Israël il va un peu trop fort et qu'il est temps de parvenir à un cessez-le-feu.
Denis, il semble que même sur Israël, qui jadis était un sujet d'accord entre démocrates comme républicains, amène de nouveau un désaccord cette fois, puisque les républicains, eux, continuent de soutenir Israël et sa politique, et ils font valoir que, comme le disait Herman, Israël, après tout, a le droit de se défendre et que le Hamas est une organisation terroriste reconnue par les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis. Oui, oui, oui. Ce qu'on est en train de voir, c'est que Biden, il devient le jouet des gauchistes. Il est mou, il va dire oui, 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 tout ce que vous voulez, oui. Et Sanders, qui, au fond, c'est un communiste qui déteste l'État d'Israël, et lui, il est juif en plus. C'est un moment bizarre, vraiment bizarre. Et Hamas, ils ont commencé cette guerre avec les roquettes. Et maintenant, les gauchistes, oh non, non, tu peux pas te défendre, Israël. Hein? Arrêtez, ça suffit. Oh là 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 là. C'est pas rigolo. Hein? Tellement dangereux pour Israël. Et Biden, mou, un jouet pour les gauchistes. Ouais, Claude, si vous permettez. René, oui, je voulais vous dire, je voulais vous demander, René. Denis dit Hamas a attaqué Israël. C'est incontestable, mais il y avait tout de même une raison pour ces attaques. Elles ne sont pas oui, il y a sans raison. Oui, Hamas a réagi de manière violente, encore une fois, utilisant un bouclier humain des civils, à la répression particulièrement violente et brutale de la police des forces de l'ordre israélienne sur la fameuse esplanade des mosquées, qui est un lieu saint pour les trois religions dites révélées. Donc, c'est sûr que c'est un peu ça à l'origine spécifiquement de la situation actuelle. Mais encore une fois, il est très difficile de rentrer dans une analyse de ce conflit si on ne remonte pas à des décennies avant la date d'aujourd'hui. Mais très rapidement, je voudrais dire que effectivement, je me pose la question, je ne sais pas ce que Herman et Denis en pensent, mais j'ai le sentiment que le fait qu'on ait eu 4 années de Trump et que les gens se sont rendus compte des dangers du régime d'extrême droite. Certaines personnes, en tout cas d'un point de vue européen, Trump serait qualifié d'extrême droite, son administration. Ici, on dira peut-être la droite tout court, j'en sais rien. Mais ils se rendent compte du danger des régimes extrêmes comme cela. Donc, du coup, je crois que le côté extrémiste et d'extrême droite de Netanyahou en Israël est de plus en plus perceptible ici aux États-Unis. Et c'est ce qui pourrait expliquer que certains modérés commencent à se dire, mais franchement, c'est vrai que ces régimes d'extrême droite-là, ils sont quand même dangereux, surtout qu'ils commencent à piluler en Europe également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai, dans plusieurs pays, par exemple en Hongrie, l'extrême droite a pris le pouvoir, ils sont en train de supprimer la presse libre. Donc, c'est une tendance peut-être mondiale. Et ici aux États-Unis, quand vous parlez aux experts, quel est le plus grand danger aux États-Unis? Presque tout le monde dit que ce sont l'extrême droite aux États-Unis, les gens qui ont envahi le Capitole, n'est-ce pas? Donc, de plus en plus, nous sommes conscients de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans plusieurs pays et le danger chez nous. En tout cas, la dernière chose que souhaitait Joe Biden, c'est d'être aspiré dans les conflits du Moyen-Orient. Il souhaite en priorité s'occuper des problèmes intérieurs, de faire adopter son programme législatif. Et s'il a un problème en politique étrangère, c'est la Chine. Donc, c'est une distraction malheureuse pour sa présidence. En tout cas, l'analyse de nombreux experts, c'est que cette nouvelle éruption de violence
étant en définitive, même s'il est battu militairement, une victoire politique pour le Hamas, car il a soulevé un nouveau soutien des autres pays arabes, ceux du Golfe notamment. Et l'autre conclusion des experts, c'est que la solution à deux États est enterrée pour un bon moment. Est-ce une bonne idée de payer une rançon aux cybercriminels qui ont attaqué le gazoduc qui alimente une partie des États de la côte Est? Nous en discutons après cette pause. Pendant plusieurs jours, près d'une dizaine d'États de la côte Est ont été privés d'essence. De longues files de voitures se sont formées devant les stations-service dans l'espoir d'avoir quelques litres. Cela rappelait un peu l'embargo pétrolier de 1973, quand le numéro de votre plaque d'immatriculation déterminait si vous pouviez acheter de l'essence un jour pair ou impair. À l'origine de cette nouvelle pénurie, une attaque cyber par une bande de hackers, DarkSide, une organisation russe apparemment, contre le Colonial Pipeline qui alimente une bonne partie des États de la côte Est. Pour pouvoir reprendre ses opérations, la compagnie a dû verser une rançon dont le montant varie selon les sources entre $850,000 et $5 millions. Denise Beaver, pensez-vous que ce soit une bonne idée de payer les hackers et est-ce que cela n'est pas un encouragement pour eux de poursuivre leurs activités criminelles? C'est une très bonne idée de payer les hackers. Oui, pourquoi 5 millions de dollars, pourquoi pas 10 millions, 15, 20 millions de dollars? Je me disais bien. Ouais, on va encourager encore ces attaques cyber. Oh là là, tu paies pas, c'est pas une récompense pour un crime comme ça. Et le FBI dit non, il faut pas le faire. Mais ces idiots, ces PDG de la boîte, ils avaient pas suffisamment de précautions contre cette attaque cyber. Et voilà, ils payent 5. C'est Monsieur Antel qui achète de l'essence, c'est lui qui va payer 5 millions de dollars. À mon avis, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Ça va encourager les attaques comme ça. Oui, mais prenons le cas de ce gazoduc. Si Colonial n'avait pas payé, ça aurait signifié une pénurie qui se serait prolongée, qui aurait nui non seulement aux consommateurs, mais aussi à l'économie américaine. Pas tellement. Dans plusieurs jours, le problème serait résolu. Mais à mon avis, ils avaient tort. Ils avaient vraiment tort. René, votre opinion? Écoutez, moi, je ne suis vraiment pas très qualifié pour avoir un point de vue pertinent sur cette question. Je sais qu'a priori, moi, le chantage, ce n'est pas mon truc et je pense que face au chantage, il vaut mieux avoir une attitude de principe ferme. Mais je peux comprendre que dans les situations exceptionnelles, vous savez, c'est mon principe moi-même. Maintenant, je ne sais pas si demain, si une de mes filles était kidnappée, si je tiendrais le même discours. Donc, c'est toujours une question un peu délicate. Il y a le principe général. Personnellement, je suis contre toute forme de paiement de rançon. Mais de notre côté également, en situation individuelle, personnelle, les points de vue peuvent changer. Donc, je n'ai pas suffisamment d'informations et d'éléments pour avoir un point de vue pertinent. Mais je m'amusais de la réponse tout à l'heure de Denis, parce que quand il a commencé, je me suis dit, mais attends, je ne reconnais pas mon Denis, là. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il était sarcastique au départ. Donc, c'était assez marrant. Ce qui facilite le travail des hackers, c'est qu'ils se font payer en crypto-monnaie, en bitcoins notamment, ce qui leur permet d'échapper à toute vérification. Et l'ironie, si vous permettez, Claude, c'est s'ils ont été payés en bitcoin, ils ont perdu 40% de la valeur des bitcoins en 24 heures. Ce qui ne va pas faire plaisir à notre producteur-réalisateur Serge Nchemba. Mais en tout cas, c'est un gros business, le rançonnement des sociétés, des entreprises. Prenez par exemple DarkSide, qui maintenant prétend qu'il n'existe plus. Mais on se demande si c'est vrai ou s'il préfère
garder un profil bas pour une petite période de temps pour revenir un peu plus tard. Mais ils ont récupéré, rien que pour les 3 premiers mois de cette année, plus de 40 millions de dollars. Beaucoup plus qu'en 2019, où leur gain était de moitié de ce qu'ils ont gagné cette année. Donc, c'est une grosse affaire. On peut se demander que peut faire le gouvernement Inc. Il faut appliquer la technologie, n'est-ce pas? Et mes 2 fils sont des ingénieurs dans ce domaine et ils m'ont dit qu'il y a des moyens à empêcher des attaques comme ça. Il y a des sociétés qui font pas attention. Il ne faut qu'une seule connexion à l'extérieur dans votre système de contrôle et les gens qui attaquent peuvent arriver par une seule connexion. Donc, il faut empêcher cette connexion de quelqu'un qui travaille dans la société, qui veut jouer des jeux sur l'Internet. Donc, il y a des moyens d'empêcher ça et le gouvernement américain doit organiser massivement la technologie qui est nécessaire. Et les victimes de ce genre d'extorsion ne sont plus garanties maintenant que leurs pertes seront couvertes par les agences d'assurance, parce qu'il y en a certaines, notamment en Europe, l'agence AXA a déclaré si vous payez une rançon, ne comptez pas sur nous pour vous rembourser. Donc, que faire et ça implique qu'il y a un côté risque pour la sécurité nationale, bien sûr, c'est évident, et aussi pour la sécurité sanitaire, dirais-je. Il y a des hackers qui s'attaquent à des hôpitaux. Quel est le choix des responsables d'un hôpital? Je paye ou je laisse mourir mes patients? Tu sais que le problème que oui. Denis. Les boîtes d'assurance vont nier, ils vont pas payer, ils vont dire non, vous étiez négligent, c'était votre faute, c'est ce que tu vas voir. Oui, on peut acheter des assurances, mais la boîte d'assurance peut facilement déclarer que c'était à cause de votre négligence. Et donc, on va pas payer. Vous êtes d'accord avec ça, René? Oui, écoutez, moi, je sais une chose dans le développement international, qui est un domaine que je connais bien, dans lequel j'ai une expertise de plusieurs années. Effectivement, il y a le discours officiel des assurances, on ne paye pas, etc. Comme je le disais tout à l'heure, parce que bon, en termes de politique, ça ne peut être que cela qu'on peut présenter en avant, mais qui dans la réalité, si vous regardez certains des contrats qui sont signés, y compris par de très gros contracteurs, il y a une garantie pour les enlèvements. Personnellement, j'ai travaillé sur des projets à Haïti à un moment où à Haïti, il y avait beaucoup d'enlèvements, etc. Il y avait des assurances qui, semble-t-il, je n'ai jamais été confronté personnellement, en tout cas, mon cabinet de consulting n'a jamais été confronté à ce problème-là directement, mais je sais d'autres collègues qui ont été confrontés à ce problème et les assurances en sont occupées, ils ont payé et les gens ont été libérés. Donc, bon, le danger de cela, on reproduit les mêmes pratiques, on les tolère, il y a un danger à cela. Mais encore une fois, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est personnellement impliqué, le point de vue peut changer. Ouais. Oui, c'est une affaire très personnelle, effectivement. En tout cas, pour le consommateur moyen, finalement, le meilleur moyen de se protéger, eh bien, c'est de régulièrement copier toutes ces données. Eh bien, voilà, notre demi-heure est déjà passée. Nous devons donc nous séparer. Merci une nouvelle fois à René, Denis et Herman, sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njamba. J'espère qu'il n'a pas enregistré une perte trop grande avec sa crypto-monnaie. En tout cas, merci une nouvelle fois à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et adressez-les à .usa, frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.